Ok. Donc là, déjà, première chose, je vais me rendre sur la page sur ta machine. Bon, là, du coup, comme tu as le problème, de toute façon, pour qu'il rentre, oui, tu peux faire le ménage. Donc, j'ai dit 1.53. C'est sur celui-là que j'avais installé le premier qui est installé directement sur le serveur. Donc, je vais réutiliser celui-là. Mais effectivement, comme vous avez bien pensé tous, c'était de bien les passer sur le bridge pour qu'ils puissent les reconnaître. Bon, en réalité, vous auriez mis un routeur, un PSN entre les deux, et il les aurait reconnus quand même. Mais c'était rajouter une petite complexité. Bon, là, c'était pas le but de l'exercice. Donc, du coup, on est resté sur le classique. Donc là, je rentre mon. C'est bon, ça se voit. Hein? Normalement, il est opérationnel. Je pense que c'est toujours à 162. Oui, je suis toujours à 162. Donc normalement, il devrait être opérationnel. Non? Ah oui, mais non, j'avais le problème de pare-feu. Attendez, je recoupe le pare-feu. Il faudrait que je reprenne je fasse la bonne ouverture. Normalement, c'est 5900. Je le ferai tout à l'heure. Normalement, ça devrait être bon, hein. Non? C'est bon? Ouais. Donc, non, c'est faut que j'ouvre le port sur le pare-feu. Il me l'a pas ouvert. Je sais pas pourquoi. D'habitude, il le fait, mais là, il a pas eu envie. Donc, bon. Donc, du coup, je mets mon identifiant. Ici, je vais retirer les machines pour recommencer de zéro. Bon, il veut pas parce que les machines sont déjà en cours. Bon, on va essayer autrement parce que là, je voulais remontrer comment faire le cluster, comme ça. Donc, du coup, on fait un clic droit sur le vCenter et on choisit un nouveau centre de données pour commencer. Là, je vais l'appeler par exemple correction. Donc, ça, c'est le bâtiment lui-même dans lequel vont se trouver l'ensemble des serveurs. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va créer un cluster. C'est-à-dire, on va faire une pièce dans laquelle vont être regroupés une, une partie au moins des serveurs. On peut avoir dans un data center des autres qui sont dans un cluster et des autres qui ne sont pas dans un cluster. Les deux sont possibles. Donc là, en tout cas, c'était pour le cluster. Je vais l'appeler correction 2. Ici, c'est là qu'on peut activer des premiers réglages pour la haute disponibilité. Mais là, on laisse comme ça. Ah, ici, en fonction des personnes, s'ils étaient sur celui-là ou sur d'autres ESX, des fois, ils vous trouvent pas l'image. Donc, dans ces cas-là, vous revenez en arrière et vous décochez gérer tous les autres avec une seule image. Dans ce cas-là. Parce que sinon, si vous n'avez pas l'image et que vous décochez pas ça, il vous bloque et vous ne pouvez pas continuer. Là, c'est le résumé. Du coup, on termine. Et on attend quelques secondes.
qui nous crée du coup notre cluster. Et dans ce cluster, c'est là que maintenant je vais rajouter des serveurs. Donc les serveurs sont appelés des hôtes. Donc je vais ajouter des hôtes. Là, logiquement, il devrait me les transférer. Je vais mettre le 130. Non, parce que là, ça va les rebouger, donc tu ne peux pas réutiliser les mêmes. Donc 1.54. Ici, je mets le mot de passe, enfin le code utilisateur, le mot de passe. Là, normalement, comme ils n'ont pas les mêmes mots de passe, je ne peux pas cocher d'utiliser les mêmes identifications pour tous les autres. Mais si vous en avez 10 et que c'est 10 fois les mêmes comptes utilisateurs et les mêmes mots de passe, autant cocher, ça vous évite de les retaper 9 fois. Là, il m'a pas dit pourquoi. Alors, peut-être parce que j'ai inversé les deux mots de passe. Ça serait possible. Voilà. J'avais inversé les mots de passe entre les deux machines, donc forcément. Donc là, il a bien reconnu le modèle de la machine. Ah tiens, c'est bizarre, on n'a pas le. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas la même version de SX pour les deux serveurs. Bon, bah comme quoi, ça marche quand même. Ouais. Pour lesquelles machines? Ah, quand t'avais essayé. Ah, quand t'avais essayé pour tes machines à toi? Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Du coup. Donc là, ils étaient pour l'instant dans le cluster que j'avais créé en premier. Étant donné que c'est les mêmes, il va les décaler dans le cluster de correction. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de bien se rappeler que vous pouvez pas mettre deux fois la même machine dans deux clusters différents. Sinon, pour la gestion, ça serait un peu compliqué. Si la machine est partagée entre 5 clusters. Ici, il vous demande si vous voulez importer une image, vous n'êtes pas obligé. C'est l'image de SX qui permettrait de gérer certains paramètres en plus. Donc on fait suivant. Là, il vous dit qu'il sera ajouté au vCenter et déplacé vers le cluster. Donc on fait terminer. Et du coup, là, au bout de quelques instants, non, ce coup-là, il n'a pas voulu le déplacer, peut-être parce qu'on est du coup dans le même vCenter. Alors, est-ce que... Ouais, mais c'est parce que je suis pas en mode maintenance. Donc pour passer en mode maintenance, en fait, il faut que j'aille toutes les machines qui soient éteintes. Toutes les VM qui sont sur les ESX, il faut qu'elles soient éteintes si je veux les passer en mode maintenance. Le souci, c'est que si je fais ça, bah, je vais vous couper aussi vos autres vCenter. Donc voilà. Bon, le principe, pour tout le monde, c'était ça. Là, l'étape juste qu'il n'y a pas, c'est que où il vous demande de vérifier l'option de sécurité, c'est-à-dire la clé de chiffrement, pour être sûr que ça soit la bonne. Donc dans ce cas-là, bah, vous faites OK et puis après vous suivez. Donc est-ce que j'en avais un ou pas éventuellement ici? J'en avais un, on va voir s'il est opérationnel. Juste au moins pour remontrer l'étape entière pour en rajouter une. Du coup, et là je pense que vous tout à l'heure ça vous n'avez pas le même problème parce que c'était deux vCenter différents. Donc du coup il ne reconnaissait pas le nom de la machine, il ne le reconnaissait pas déjà intégré. Donc c'est pour ça qu'il l'envoyait d'un vCenter à l'autre.
Mais là, comme il existe déjà dans le même, et que je ne peux pas le supprimer de l'inventaire tant que les machines sont opérationnelles. Oui. Mmh. La mémoire. Oui, mais tu as éteint les autres ou pas? Le SX. Ouais. Regarde la mémoire utilisée de ta machine physique là. Ouais. Ouais. D'accord. Mais regarde quand même la machine physique, sa mémoire. Bien sûr, je ne suis pas un. Du coup, mon bridge, c'est lequel? Est-ce que je l'ai changé ou est-ce que je l'ai pas changé? C'est le 0. Donc déjà, je vais me mettre en bridge. Non, mais la mémoire. La RAM, parce que c'est la RAM, là, tu dis, qui pose problème. Ah, ça peut être ça aussi, oui. C'était l'écran violet, là, c'est ça? Ah oui, donc là, c'est que tu as laissé 4 Go, c'est trop juste pour lui. Ah, juste 30 secondes que je repasse la machine en DHCP. Ok, donc là, 180. Ici, sur mon cluster, je vais rajouter l'autre 180. Donc je tape l'adresse. Ouais, je pense, essaye. Hop. Voilà. Vous avez ça qui apparaît quand vous avez essayé d'ajouter le nouvel hôte. Donc, normalement, toute logique, il est censé le reconnaître. Si vous avez changé d'adresse IP à un moment ou quoi, n'hésitez pas à refaire un redémarrage de l'ESX pour vérifier. Oui. Oui. Ah. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Bon. De toute façon, après, ça vous dit juste d'ajouter, ça termine. Donc vous faites la même chose pour les X machines que vous avez besoin de mettre dans un cluster. Par contre, ouais. Donc là, est-ce que c'est que du coup, tu l'avais mis à la main, toi, c'est ça? En statique? Ou en DHCP? Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça. Du coup, lui, pour lui, il le voyait qui était disponible dans le DHCP, donc il me l'a attribué. Bon, je referai le point sur les plages de DHCP, sur jusqu'à où il donne. Voilà. Donc après, il vous demande si vous voulez importer une image, comme tout à l'heure. Vous dites que vous ne voulez pas importer d'image, c'est pas la peine. Donc après, vous vous retrouvez ici, donc avec votre cluster, et dedans, j'ai deux hôtes. Le hôte 1.130 et le hôte 1.54. C'est mes deux ESX, mes deux serveurs physiques. Maintenant, du coup, c'était à partir de là que je vous demandais de faire quelques petites manœuvres, notamment déjà pour commencer, par exemple, la migration. Donc là, je vais prendre un pfSense, là, par exemple. Donc là, de toute façon, j'avais dit de créer n'importe quel type de machine. Et déjà, avant, vous allez descendre un petit peu dans la page pour trouver la rubrique Objets associés. L'objet associé va vous permettre de savoir sur quel hôte la machine est actuellement. Parce que la migration, normalement, se fait vers un autre hôte. C'est pas fait pour migrer vers le même hôte. Il n'y aurait pas d'intérêt.
Donc déjà, ça vous permet de savoir votre hôte de base. Puisque du coup, vous voyez que vous avez les hôtes et après, vous avez toutes les machines qui sont alignées. Il n'y a pas d'ordre en fonction de... C'est juste un ordre alphabétique. Donc après, vous ne savez plus forcément laquelle est sur quel hôte. Donc ici, on est sur la 130. Et donc, du coup, on va vouloir l'envoyer, la migrer vers le 54. Donc là, la migration, c'est vraiment de déplacer une machine d'un autre vers un autre. Donc je fais clic droit. Et ici, tout simplement, on voit le bouton migrer. Donc on va cliquer dessus. Et comme j'avais expliqué, il nous propose 3 choix. Enfin, en l'occurrence, enfin 4, mais là, c'est 3 qui nous intéressent. Donc l'autre, je l'ai jamais spécialement essayé. En gros, c'est pour si je prenais une machine qui est sur ce vCenter là et que je voulais l'envoyer par exemple au vCenter de Willy. Parce que du coup, on est en train de modifier des choses, ou cette machine-là, du coup, elle peut servir pour un autre vCenter qui est sur un emplacement séparé. Et bah du coup, on peut lui envoyer une machine directement à un autre vCenter. Bon, j'avoue que je l'ai pas essayé si ça fonctionnait. Mais bon, là, le plus classique, en général, c'est dans le même cluster qu'on déplace ou dans le même vCenter. Donc ici, je vais modifier ressources de calcul et stockage, c'est-à-dire qu'on déplace et le stockage et la machine qui fait les calculs. Sinon, les autres, vous déplacez soit l'un, soit l'autre. Ici, je vais chercher mon cluster, sachant que je pourrais aussi l'envoyer vers un autre cluster. Et donc, du coup, j'étais sur le 130, je vais l'envoyer sur le 154. Ah, je croyais que tu voulais pas passer en mode maintenance. Le mode maintenance, c'est justement pour un mode où en fait la machine, il y a des services et tout qui sont coupés pour éviter des interruptions par quelqu'un d'autre pendant que tu es en train de faire de la maintenance, soit matérielle, soit au niveau de la configuration, qui peut être un peu plus lourde et donc tu veux être sûr qu'il n'y ait pas un conflit entre ce que tu fais et que quelqu'un d'autre fait. C'est pour ça qu'ils ont fait ce mode maintenance. C'est pour protéger aussi les machines et tout pendant ce temps-là. C'est verrouillé. Donc il n'était pas censé être en mode maintenance, mais il est en train de le passer. Est-ce que je peux pas l'arrêter? Alors, dans les tâches, est-ce qu'on a quelque chose? Ah, si. Hop. Voilà. Voilà, maintenant il n'est plus en mode maintenance. Enfin, il n'est plus en train de rentrer dans le mode maintenance. Donc, on reprend. Non, mais c'est tout à l'heure, quand j'avais voulu, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait des machines allumées, mais apparemment il avait quand même commencé à faire des choses. Oui. Si, parce que j'ai essayé de tenter de passer les deux en mode maintenance tout à l'heure. Le 130 et le 40 et le 54. Après, normalement, elle passe pas en mode maintenance comme ça. Sauf si tu as planifié des tâches de maintenance et tout. Mais normalement, le serveur est pas censé. Mais bon, après, si on veut quitter ou passer en mode maintenance, on fait un clic droit sur l'autre et on a la ligne passage en mode maintenance. Donc c'est pas compliqué de faire. Mais en général, il faut avoir éteint les machines avant. Sauf que là, justement, à mon avis, il attendait que j'éteigne les machines. Donc du coup, je retourne dans Prof. Je choisis du coup le 54. Maintenant, on voit bien qu'il est OK. Il râle plus.
Des fois, vous, quand vous l'avez fait, il pouvait vous dire qu'éventuellement l'ISO du système ne serait plus forcément disponible. Bon, ça c'est pas un problème. Au pire, vous le recopiez dans l'autre serveur si vraiment vous en avez besoin. Ensuite, on choisit le disque dur sur lequel on veut stocker. Donc on prend là où il y a d'espace libre. Donc il me reste ici à 600 Go, donc ça va suffire. Et ici, après, on change les adaptateurs réseau si on avait besoin. Et là, du coup, il nous demande si on est sûr que ça soit bien la même machine, où il n'y avait pas besoin de changer les réseaux et tout. Donc on fait tout simplement terminer. Et là, après, si on retourne dans les tâches, on voit qu'ici, il y a la tâche remplacer la machine virtuelle, donc PSense, et qui a lancé la tâche. Et donc là, il faut attendre plus ou moins longtemps. Ça dépend. Bon, ici, c'est pas grave, de toute façon, on va le laisser tourner tranquillement. Bon, des fois, il est plus ou moins rapide, parce que l'autre fois, quand on l'avait fait, il était plus rapide que ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, là, ça avance. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la migration ou c'est bon pour tout le monde? Mathieu Van, c'est bon pour toi? Ok. Donc voilà, ça fait des parties des opérations de base que on peut vous demander donc à l'examen, mais que potentiellement on peut vous demander si vous avez à toucher un AV Center ou quoi en stage, on vous demande de migrer certaines machines, on vous dit quelle machine les migrer où, au moins comme ça vous savez comment le faire. Voilà, ça c'était la première. La deuxième, c'était du coup de faire un clone, c'est-à-dire de prendre une machine et de la cloner, soit sur le même hôte, soit sur un autre, peu importe. Donc si je prends, allez, on va prendre autre chose que le PFSense, parce que j'ai déjà PFSense clone. Tiens, je vais tendre celle-là. Voilà, donc là pareil, je vais regarder sur quel hôte il est. Donc là, il est sur le 1.54 actuellement, celui-là, le Windsurf Prof. Voilà. Donc là, même étape que tout à l'heure, on fait un clic droit. Sauf que ici, en dessous de migrer, on voit qu'on a cloné. Donc ce qu'on va faire la majorité du temps, ça sera cloner vers une machine virtuelle, qu'on va réutiliser tout de suite derrière. Mais si c'est une machine qu'on a pré-réglée et tout, qui est déjà bien définie et tout, et qu'on veut être sûr que ça ne soit pas touché, on la clone vers un modèle. Parce que une fois que c'est en modèle, on peut pas y toucher. Sauf à la remettre en normal, à refaire les modifications, et après à le remettre à nouveau au modèle. Donc c'est vraiment, vous la mettez de côté, et vous la copiez X fois que vous en avez besoin, et il y a déjà tous les paramètres, tous les programmes et tout qui seraient réglés, et qui seraient utilisés pour tout le monde à chaque base de machine. Ça vous donne vos bases sans avoir besoin de refaire de zéro à chaque fois. Ou de recopier une autre machine qui aurait pu être déjà modifiée pour une X ou Y. Donc ici, on va commencer du coup par cloner vers une machine virtuelle. On lui met son nom. Prof serveur 2 par exemple. Ensuite, on choisit le cluster. On fait suivant.
Et c'est ici qu'on choisit sur quelle machine on veut mettre le clone. Donc soit on le met sur le même, le 54, soit on le met sur le 130. Ça, c'est peu importe. Bon, là, il me fait des avertissements. Les avertissements ne sont pas bloquants. C'est les erreurs qui le sont, celles qui sont en rouge. Donc, si vous regardez les détails, là, il vous dit que l'interface réseau ne porte pas le même nom entre les deux. Donc, ça peut poser un petit problème éventuellement. Et l'ISO qui va pas suivre, qui sera plus accessible. Donc, je ferme et je fais suivant. Comme tout à l'heure, ici, je choisis un disque de stockage avec suffisamment de place. Donc ici, format du disque virtuel. Donc normalement, si vous avez bien mis votre disque d'origine en dynamique, la source sera aussi en mode dynamique. Si vous avez un doute, vous pouvez cliquer ici et choisir provisionnement dynamique. Comme ça, dans tous les cas, le clone sera forcément en provisionnement dynamique, même si l'original n'était pas en provisionnement dynamique. Donc ça peut permettre de faire gagner de la place. Mais après, il faut faire attention au stockage attribué réellement, c'est-à-dire au stockage qui est marqué provisionné. Donc ici, on voit que j'ai 1,14 de provisionné, c'est-à-dire si toutes les machines qui sont sur ce serveur-là sont remplies à 100%, on utilisera 1,94 Go. Mais par contre, il faut faire attention dans le contraire, c'est si votre espace provisionné dépasse la capacité, et surtout la capacité libre, là, vous pouvez rencontrer des problèmes à force si les machines sont remplies à fond. Il y a un moment, il n'y aura plus assez de place physiquement sur le disque pour pouvoir tout mettre. C'était le cas d'ailleurs sur l'autre. Si je fais précédent et je reprends sur le 54, ici, vous voyez qu'on a un disque qui fait 2,9 Tera et j'ai 7,32 Tera de provisionné. Donc si on remplissait tout au maximum, on finirait par avoir un petit souci. Donc là, dans 700 Go, on serait bloqué, puisqu'il ne reste que 650 Go de disponible. Voilà, c'est ça qu'il faut bien faire attention à ne pas provisionner trop, sauf si on sait que les machines, dans la réalité, de toute façon, ne vont pas être remplies à fond. C'est un peu moins gênant. Mais c'est un petit point qui, par la suite, peut vous poser des problèmes. Donc ici, je retourne sur ma 63, sur la 130, pardon. Ici, quand on finit un clone, il nous permet éventuellement de personnaliser le système, de personnaliser certains éléments. Bon, la majorité du temps, il n'y en a pas besoin, mais ils ont quand même mis l'option. Après, vous faites le résumé et en fait, terminé. Et là, si vous regardez les tâches, il avait fini l'autre. Et ici, on voit qu'on a cloné machine virtuelle qui est en cours. Donc pareil, comme tout à l'heure, on le laisse tourner. Ça va finir par se faire. Voilà, ça c'était la deuxième étape. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, au niveau du clonage? Normalement, une fois qu'on a repéré où était le menu, il n'y a rien de
compliqué. Il fallait juste le savoir, effectivement, et l'avoir expérimenté un tout petit peu. Ensuite, je demandais de faire un snapshot du clone, je crois, ou d'une machine, je sais plus. Hein? La machine d'origine. Ok. Bon, bah, je vais prendre Windsurf Prof. Je vais faire un snapshot. Donc, pareil, vous faites un clic droit sur la machine. Vous voyez snapshot. Ah oui. Là, il ne me propose pas de prendre un snapshot puisque la machine est en train de se cloner. Donc, comme elle est plus ou moins verrouillée pour lui, il ne permet pas de prendre un snapshot. Oui, ça c'est sur le clone, je crois, non? Ouais. Bon, bah on va voir quand est-ce qu'il se termine. Sinon, je le ferai sur une autre machine. C'était pas grave, c'était pour retrouver l'opération. Parce que là j'ai plein de machines. Donc. De rajouter un disque? Oui, on peut le faire. On peut le faire à partir de vCenter. Du coup, il en est où? Bon, il avance pas très vite, c'est pas grave. Bah, je vais reprendre mon pfSense de tout à l'heure. Et ici, donc, bah, je vais lui faire un snapshot à lui. Donc là, maintenant, j'ai bien la ligne pour prendre un snapshot. Tout simplement, on clique dessus. Alors ici, contrairement à quand on a fait le snapshot sur ESX, il vous propose directement un nom avec la date et l'heure de prise du snapshot. Donc vous pouvez le changer ou vous pouvez ne pas le changer, peu importe. Mais au moins, voilà, vous avez déjà un nom qui est intégré. Vous n'avez pas besoin éventuellement de vous retaper la bonne heure, la bonne date et tout. Il le fait automatiquement. Vous pouvez mettre une description pour dire pourquoi vous avez pris ce snapshot. Est-ce que c'est avant de faire des tests d'installation? Est-ce que c'est parce que vous avez fini d'installer tous les programmes? Comme ça, ben, un autre collègue peut voir pourquoi il y avait le snapshot et éventuellement le réutiliser, soit pour cette machine-là, soit pour une autre. Et tout simplement, on fait créer. Et là, pareil, à chaque fois, vous avez une tâche de création qui se fait. Bon, là, normalement, étant donné que la machine est éteinte, il n'y a pas éventuellement la mémoire RAM à sauvegarder, donc c'est rapide. Tout simplement. Donc après, c'était rajouter un disque à une machine. Donc pareil, clic droit, modifier les paramètres, ou vous pouvez aller clic gauche et action, et on retrouve modifier les paramètres. Donc on va dessus. Ici, effectivement, la petite différence par rapport à ESX, c'est que ESX, vous mettez directement ajouter un disque et à côté, ajouter une carte réseau et ajouter autre chose. Ici, il y a juste une seule rubrique qui est marquée ajouter un périphérique. Et dans ce cas-là, bah, vous choisissez le type de disque que vous voulez rajouter. Donc ici, bah, on va rajouter un disque dur. On lui met sa taille. Là, je crois que j'ai mis 10 Go normalement. Et pareil, on n'oublie pas de penser à le mettre en dynamique pour pas tout prendre à l'espace. Et seulement, on fait OK. Et si on remonte dans la liste, on voit bien maintenant qu'on a disque dur 1 sur 2. Et si on clique pour afficher les disques, bah on voit qu'on a le pfSense 00001 VMDK et le pfSense _1 qu'on vient de rajouter, qui fait 10 Go.
c'était juste ça qu'il y avait à faire. Donc à force, maintenant vous avez commencé l'habitude de VMware et autres. Le principe pour ajouter, c'est sensiblement pareil. Donc ici, on a vu le snapshot, on a vu la migration, on a vu le clonage, on a vu l'ajout de disque. Je crois que c'était à peu près tout ce que je demandais, non? Ah oui, démarrage automatique. Donc effectivement, avec Willy, l'avait retrouvé pour le faire dans le vCenter. Bon, j'ai pas trop regardé, donc je vais pas vous embêter avec ça. Faudrait que je refasse. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, mais en fait, du coup, a priori, c'est clic droit sur l'autre. Non, c'est même pas c'est même pas ici. L'autre configuré. Et ensuite, on doit avoir démarrage. Et après, on choisit. Donc, démarrage manuel. Et après, on choisit la machine. Mais bon, ça se fait, mais l'autre est quand même, avec le SXI, est plus simple. Ça peut servir effectivement quand on a beaucoup de machines et tout à gérer entre plusieurs serveurs, mais le plus simple là, c'était d'aller effectivement dans le SXI qui nous intéressait. Donc 192.168.1. Allez, on va prendre le 54. Il y aura bien une machine sur l'un ou l'autre. Oui, ça va, j'ai 35 machines pour choisir. Donc là, bah, après, je vais prendre une machine. Allez, je vais prendre le Proxmox. On fait tout simplement un clic droit encore. Ensuite, on a le démarrage automatique. Et là, tout simplement, on fait activer. Et vous voyez qu'en face du Proxmox, ici, j'ai un numéro de séquence de démarrage. C'est pour dire que ça sera la 12e qui recevra une impulsion de démarrage. Il va essayer de booter déjà dans l'ordre qui est indiqué ici. Sachant que cet ordre-là, on peut le modifier si on demande de démarrer plus tôt. Parce que maintenant qu'on a activé, si on revient au démarrage automatique, on voit qu'on a démarré plus tôt. Et vous voyez que là, c'était à 12. Maintenant, c'est passé à 11. Donc, c'est comme ça que vous pouvez régler des priorités de machine, si vous ne l'avez pas fait dès le départ. Donc bon, normalement, ça se fait dès le départ, au fur et à mesure que vous les mettez, mais si jamais pour une autre, par la suite, il y en a une autre qui apparaît et qui doit démarrer avant les autres, vous pouvez remodifier l'ordre de boot. Oui, il va déjà essayer de lancer les autres, donc du coup, tu as un petit délai qui va s'accumuler au fur et à mesure. Donc souvent, bah, s'il y a des routeurs, des choses comme ça, bah, ils vont être lancés avant, puisque c'est eux qui vont faire la liaison avec éventuellement des serveurs et une autre zone de la société. Du coup, il faut que les choses soient rebootées plus ou moins dans l'ordre. Là, c'était quand j'avais été en stage à Confo et tout, à un moment, ils discutaient un petit peu de ça. Ils disaient qu'une fois, je sais plus, ils avaient eu un gros crash. C'était pas Conforama, c'était quand ils travaillaient chez AXA ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, bah, je sais pas, il y avait dû y avoir une méga coupure ou quoi, et tous les serveurs étaient tombés simultanément, quoi, parce qu'il y avait plus de courant et tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'au moment de rebooter et tout, fallait rebooter bien dans un ordre et tout pour que tout se réenclenche bien. Donc là, ça fait partie des trucs, des procédures un peu
de reprise d'activité, le manuel à avoir pour savoir quel serveur doit booter dans quel ordre et tout, pour quand c'est rebranché, quoi. Et donc, bah, du coup, cette séquence de décalage permet de faire démarrer certaines machines avant. Donc voilà, c'était les différentes petites tâches là que je voulais vous faire retester un petit peu dessus, sachant que pour l'instant, je vous dis, je sais pas si ça sera celui-là ou pas, mais bon, ça peut être quand même potentiellement quelque chose sur lequel vous pouvez un peu travailler en stage ou quoi, puisque les ESX, en fonction de la taille de la société, vous pouvez vous retrouver dessus. D'ailleurs, en parlant de stage, je dis recherche de stage, parce qu'il ne faut pas oublier quand même de vous laisser un peu de temps pour chercher. Donc voilà, je vous préviens, comme ça vous pouvez vous organiser déjà un peu à l'avance. Donc comme la dernière fois, vous me renvoyez des éléments, des envois de mails, des copies de fin d'envoi sur des sites, des choses comme ça pour pouvoir justifier. La personne n'a pas voulu signer? Ah, à propos de quoi ça les engageait de prendre le stagiaire, c'est ça? Ouais. Donc du coup, ils voulaient pas prendre stagiaire en fait. Ouais. Et c'était quoi comme salon? D'accord. Ouais, donc eux, ils voulaient vraiment rechercher des employés, quoi, c'est ça? Même pas? Alternant. Ah oui, d'accord. Oui. Ok, donc c'est. D'accord. Oui, parce que du coup, c'est un peu c'est encore un autre contrat, quoi. Donc du coup, ils voulaient pas risquer de perdre de la place pour un alternant ou de pas avoir forcément le temps de s'occuper. Du coup, ouais, en général, ceux qui travaillent beaucoup avec les alternants, c'est pas toujours ceux qui travaillent, qui prennent souvent des stagiaires. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Oui, du coup, sur l'alternance. Ok. Bon, bah, de toute façon, si tu avais eu des refus ou quoi, et que tu avais un papier signé ou quoi, bah, tu pourras toujours le mettre aussi dans les justifications. Ça comptera aussi. Donc oui, on fait comme ça, jeudi, recherche. Ok, du coup, est-ce qu'il y a des questions sur ces différents éléments-là autour du vCenter et tout? Donc là, effectivement, en réalité, pour faire les manipulations, on n'était pas obligé de mettre dans un cluster, mais bon, comme souvent les machines vont se retrouver en cluster, c'était l'occasion de leur refaire le petit truc en même temps. Puisque le cluster, en fait, va nous servir à partager les ressources et aussi pour la haute disponibilité, si elle est mise en place, elle ne peut être mise en place qu'au niveau du cluster, pas sur des autres qui sont indépendants les uns des autres. Même s'ils sont sur le même réseau et qui sont dans le même bâtiment. Tant qu'ils ne sont pas reliés dans un cluster, la haute disponibilité peut pas opérer correctement. Donc voilà, c'est pourquoi on vous les fait mettre en cluster, même si on ne fait pas la configuration de la haute disponibilité elle-même. Bah, il y a plusieurs façons. Donc là, le plus classique, même si ça coûte un peu plus cher, c'est le actif-passif. C'est-à-dire que tu as un serveur qui a toutes les machines et tout, qui tourne, qui fait les calculs, et tu as un deuxième serveur qui est en miroir, comme pour le RAID, qui a des répliques, ce qu'on appelle les réplications. Donc c'est en fait un clone hein, de l'autre qui est éteint. Mais si jamais la machine, une des machines tombe en panne, soit l'autre lui-même ou soit la machine virtuelle, bah, il va le détecter, il va l'envoyer à l'autre et l'autre va démarrer la machine à l'état de la réplication qu'il avait. Donc si tu avais des réplications toutes les 5 minutes, bah, tu peux avoir 5 minutes de différence sur le temps de travail s'il y avait quelque chose. Mais bon, 5 minutes, l'impact reste quand même limité, quoi. Donc ça dépend les politiques. Et après, il y a le actif-actif, c'est-à-dire que là, tu vas plutôt répartir les ressources entre les deux serveurs pour éviter que tu aies un serveur qui prenne toute la charge
et que l'autre il ait 5% de charge, quoi. Ouais, comme ça, plus tu étales plus tu vas aussi préserver les serveurs, et donc ils vont fonctionner plus longtemps sur la durée. Mais ça n'empêche pas que de faire des réplications croisées, que les machines qui sont sur l'un soient répliquées sur l'autre et vice versa. Comme ça, s'il y a un souci au niveau de la VM ou du serveur lui-même, bah au moins il y a un serveur qui possède toutes les machines et qui va permettre, même si ça va peu ralentir potentiellement, d'avoir toutes les machines qui démarrent en même temps et qui travaillent sur le même serveur, mais ça ne va pas paralyser et ça ne va pas bloquer toute l'activité non plus, puisque toutes les machines auront redémarré et fonctionneront. Il pourra y avoir un ralentissement, puisque forcément, ça se trouve, le serveur il va peut-être être à 100% au lieu d'être à 50% de charge, puisqu'il y en avait deux qui reprenaient la charge. Mais au moins, tes machines fonctionnent. Donc ça te laisse comme ça le temps d'intervenir pour aller voir où est le problème du serveur, pouvoir le remplacer ou remplacer les pièces si nécessaire, selon le problème. Pour le configurer la haute disponibilité, oui. Mais ça, du coup, ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc faudrait que je regarde exactement comment ça se configure. Mais oui, ça se configure. Si jamais vous voulez jeter un œil même par vous-même et que vous faites un cluster comme ça, vous allez sur le vCenter lui-même, sur votre cluster, et j'avais trouvé, je l'avais retrouvé où déjà? Disponibilité vSphere, voilà, disponibilité vSphere, quand vous êtes dans la configuration du cluster, et après vous pouvez faire modifier pour activer la haute disponibilité et configurer les ressources allouées pour les redémarrages, enfin tous les paramètres qu'il faut. Mais j'avoue que là je sais pas totalement les trucs, donc je vais pas forcément vous le montrer, mais en tout cas c'est au niveau du cluster qu'on peut le configurer, et on peut pas le configurer si c'est pas dans un cluster. Donc normalement c'est avec toutes ces options là qu'on va justement pouvoir là, par exemple, tu peux décider des autres de basculement dédiés. Donc, dédié, justement, là, c'est plutôt là que tu vas faire l'actif-passif. Pourcentage de ressources du cluster, bah, c'est là que tu vas plutôt faire l'actif-actif, où tu vas déterminer à quel pourcentage et tout tu vas étaler les éléments. Pas d'autres stratégies. Enfin, c'est à partir de là que tu peux. Et là, comme ça, pour moi, le haut de basculement dédié, ça serait le actif-passif. Et le pourcentage de ressources du cluster, on est plus sur le mode actif-actif avec le balancing. Donc la base de pulsation, c'est celle qui va envoyer des éléments pour surveiller les machines et tout, qui va vérifier régulièrement si elles sont en ligne, si elle n'est pas en ligne, pour faire démarrer l'autre. Bon, après, il y a des options avancées et tout, mais là, faut connaître les trucs, parce qu'il n'y a même plus de, il y a plus de description. Il faut connaître l'option directement. Voilà. Là, en tout cas, c'est effectivement au niveau du cluster configuré. Et du coup, on a dit disponibilité vSphere, que vont pouvoir se gérer les différents paramètres de la haute disponibilité. Ok. D'autres points? Et donc là, après, bah, il y a Proactive HA qui va essayer d'anticiper les pannes avant qu'elles arrivent en fonction de certains signaux qui vont pouvoir lui être envoyés. Et donc là, bah, vous voyez les différents états
Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. De toute façon, à un moment ou à un autre, je vous en remettrai un de vCenter pour que vous puissiez, pour que vous en ayez un disponible pour pouvoir retravailler dessus à votre guise.